Un cri d'injustice déchire le silence. Qui a osé humilier Xavier Jackson, héros oublié, dans les rues impitoyables de Detroit? Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, si vous êtes révolté par l'injustice, tapez 1 en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, et si vous doutez, un simple like nous aidera. Restez jusqu'au bout, une révélation choc vous attend. Dans le crépuscule glacial de Detroit, Michigan, Xavier, Zay Jackson, un homme noir usé par la vie, erre dans l'ombre d'un quartier rongé par la misère. Affamé depuis 5 jours, il pénètre dans une épicerie crasseuse, le cœur lourd, poussé par un instinct de survie. Ses mains tremblantes glissent un pain rassis sous sa veste déchirée, mais le regard perçant du gérant, un homme à l'air méprisant, le fige sur place. « Sale voleur !» hurle le commerçant, crachant des insultes racistes qui lacèrent dans la dignité de Zay. « Retourne d'où tu viens, parasite !» La foule autour, indifférente, ricane ou détourne les yeux, amplifiant l'humiliation. Zay, immobile, murmure « Je veux juste vivre un jour de plus ». Mais le gérant, ivre de colère, ne l'écoute pas. Il appelle la police, non sans avoir bousculé Zay, le faisant trébucher sur le trottoir gelé, sous les rires cruels des passants. Ce n'est pas seulement un pain qu'on lui vole, c'est son humanité, piétinée par des préjugés venimeux. Pourtant, dans cette injustice criante, un secret enfoui dans le passé de Zay attend d'éclater, prêt à renverser les jugements hâtifs. Cette scène, d'une violence morale insoutenable, n'est que le début d'un combat pour la vérité, où la rage contre le racisme et l'oubli des héros se heurtent à une lueur d'espoir inattendue. Soutenez Zay. Partagez cette histoire pour dénoncer l'injustice. Alors que l'écho des insultes racistes résonne encore dans les rues glaciales de Détroit, l'histoire de Xavier Zay Jackson prend une tournure encore plus sombre, révélant un passé héroïque piétiné par l'ingratitude et l'injustice. Loin des rires cruels de l'épicerie, un voile se lève sur un homme brisé, non seulement par la perte, mais par une société qui l'a rejeté à cause de sa couleur de peau. Zay, autrefois un fier moyen sergent des forces spéciales américaines, avait servi son pays avec une bravoure inégalée pendant 25 ans, jusqu'à sa démobilisation honorable en 2006. Mais derrière ce vétéran errant dans les ruelles de Détroit, se cache une tragédie qui alimente la colère face à un système défaillant et des préjugés insidieux. Dans les années 1980, Zay s'était engagé dans l'armée avec un idéal, protéger une nation qu'il croyait juste. Il avait gravi les échelons, devenant un leader respecté dans son unité, malgré les murmures racistes de certains camarades qui le surnommaient « l'ombre » derrière son dos. Lors de missions périlleuses en Irak et en Afghanistan, il avait risqué sa vie à maintes reprises, sauvant des dizaines de soldats dans des embuscades où le chaos régnait. En 2005, lors d'une opération à Bagdad, il avait plongé sous un déluge de balles pour extraire un officier blessé d'un véhicule en flammes, ignorant ses propres blessures. Ce courage lui avait valu une médaille du mérite, mais aussi des cicatrices physiques et des regards méfiants de ceux qui ne voyaient en lui qu'un homme noir, jamais un héros. À son retour, il avait épousé Serena, son amour d'enfance, une femme rayonnante qui croyait en lui plus que quiconque. Ensemble, ils rêvèrent d'une vie simple, d'un foyer modeste à Détroit, loin des horreurs de la guerre. Mais en 2010, ce rêve s'effondra. Serena, affaiblie par une insuffisance rénale, fut admise dans un hôpital pour anciens combattants, où le personnel, débordé et négligent, commit une erreur fatale dans son diagnostic. Les médecins, pressés et parfois dédaigneux envers Zay, qu'il prenait pour un homme sans importance à cause de sa peau, retardèrent les soins cruciaux. Serena s'éteignit dans une chambre d'hôpital froide, sous les yeux impuissants de Zay, qui tenait sa main jusqu'au dernier souffle. « Vous auriez pu la sauver !» hurla-t-il au médecin, sa voix brisée par la rage et la douleur. Mais ses cris se perdirent dans l'indifférence. Ce jour-là, quelque chose en Zay se fractura irréparablement. Il ne voyait plus le pays qu'il avait servi, mais une machine cruelle qui abandonnait les siens, surtout ceux qui, comme lui, portèrent le poids de la discrimination. La colère de Zay contre l'injustice s'intensifia. Il refusa l'aide de sa famille, incapable de supporter leur pitié ou leurs questions. Il vendit leur petit appartement à Détroit, un lieu où chaque mur portait encore l'écho des rires de Serena. Avec l'argent, il fit un don anonyme à une association luttant pour l'accès aux soins médicaux pour les minorités, un geste de défi contre un système qu'il avait trahi. Puis, il disparut dans les rues de Détroit,
devenant une ombre parmi les ombres. Les habitants du quartier le connaissaient comme le silencieux, un homme noir aux yeux hantés, toujours vêtu d'un vieux treillis militaire usé, traînant un sac kaki déchiré. Mais derrière ce silence, une tempête de fureur bouillonnait contre le racisme qu'il subissait quotidiennement, contre les passants qui le regardaient avec mépris, contre un pays qui avait oublié ses sacrifices. Dans les ruelles sombres, Zey affrontait des agressions verbales incessantes. « Rentre chez toi, clochard !» lançait un chauffeur de taxi, ignorant que Zey n'avait plus de « chez lui ». Une nuit, un groupe de jeunes l'avait entouré, le provoquant avec des insultes racistes, jetant des canettes sur son abri de fortune. Zey, stoïque, serrait dans sa poche une photo froissée de Serena et ses plaques militaires, seul vestige de son passé glorieux. « Je ne suis pas ce qu'il voit, murmurait-il, mais la douleur de l'oubli et du rejet racial le rongeait. Chaque regard méprisant, chaque insulte, était une lame enfoncée plus profondément dans une plaie jamais refermée. Ce qui rendait l'histoire de Zey encore plus insupportable, c'était l'ironie cruelle. Cet homme, qui avait sauvé des villes sous les balles ennemies, était maintenant traité comme un criminel pour avoir volé un pain rassis. La société qui l'avait décoré pour son courage l'avait abandonné à la misère, amplifiant sa rage contre un système où la couleur de peau semblait peser plus lourd que les médailles. Pourtant, au fond de cette colère, une lueur d'espoir persistait. Un secret lié à son passé héroïque qui attendait d'être révélé au tribunal, prêt à défier les injustices et à rallumer une flamme de justice oubliée. Alors que la douleur d'un passé héroïque brisé par le deuil et l'abandon consume Xavier Zey Jackson, les rues impitoyables de Detroit deviennent le théâtre d'une lutte quotidienne où l'injustice raciale et l'oubli des héros s'entrelacent en une spirale de désespoir. Loin des champs de bataille où il risquait sa vie pour sauver ses camarades, Zey, désormais ombre errante, affronte un ennemi plus insidieux, une société qui le rejette pour sa couleur de peau et son statut de sans-abri. Chaque pas dans les ruelles gelées de la ville est une bataille contre le mépris. Chaque regard, un rappel cruel de sa déchéance, amplifiant une rage qui brûle dans son cœur blessé. Dans les entrailles de Détroit, Zey est devenu une figure discrète, presque invisible, connu des habitants comme l'homme silencieux. Vêtu d'un treillis militaire élimé, il traîne un sac kaki usé, vestige de ses années dans l'armée. Contrairement à d'autres sans-abri qui mendient ou crient leur désespoir, Zey choisit le silence, un silence lourd de colère contenue. Il ramasse des canettes pour quelques cents, accepte parfois un sandwich offert par un employé de dîner compatissant et dort dans des ruelles isolées pour ne pas déranger. Mais ce choix de discrétion n'est pas seulement une question de dignité, c'est une armure contre les insultes racistes qui pleuvent sans relâche. « Et le clochard noir, dégage de là !» lui lance un commerçant, tandis qu'un autre, un soir d'hiver, le chasse d'un Porsche en le menaçant d'un balai, criant des insultes qui résonnent comme des coups. Chaque mot est une entaille dans l'âme de Zey, un rappel que, pour beaucoup, il n'est qu'un problème à écarter. Ce qui rend sa situation encore plus révoltante, c'est l'injustice criante d'un système qui a trahi un héros. Après la mort de Serena en 2010, Zey a tenté de demander de l'aide auprès des services pour anciens combattants. Mais à chaque guichet, il a été accueilli par des regards méfiants, des formulaires égarés et des remarques à peine voilées sur sa couleur de peau. « Vous êtes sûr d'être vétéran ?»« Montrez vos papiers encore une fois », lui lançait un employé, comme si ses plaques militaires usées n'étaient aucun mensonge. Ces humiliations répétées ont transformé sa peine en une fureur silencieuse, une rage contre un pays qui l'a décoré pour son courage, mais l'a laissé pourrir dans la misère. Un jour, dans un centre d'aide, un bénévole bien intentionné lui a proposé un lit pour la nuit, mais un autre sans-abri, entendant son histoire, l'a raillé. « Un héros noir, tu parles, t'es juste un déchet comme nous. » Zey, serrant les poings, n'a pas répondu, mais ses yeux brûlèrent d'une colère prête à exploser. Cette rage s'est amplifiée dans les rues où Zey devait naviguer entre la faim et les agressions. Une nuit, alors qu'il cherchait un abri sous un pont, un groupe d'adolescents l'a encerclé, lui jetant des pierres et hurlant des insultes racistes. « Rentre en Afrique, vieux !» cria l'un d'eux, tandis qu'un autre renversait son sac, éparpillant ses maigres possessions. Une photo de Serena, ses plaques militaires, et un carnet où il notait des poèmes pour ne pas perdre la raison. Zey, à genoux, ramassait ses affaires sous leur rire, son cœur battant d'une fureur qu'il contenait à grand-peine. Il refusait de frapper, non par faiblesse,
mais parce qu'il savait que répondre à la violence ne ferait que donner raison à ceux qui le voyaient comme une menace. Ce qui rend l'histoire de Zay encore plus insoutenable, c'est l'ironie cruelle de son dénuement. Cet homme, qui avait porté des camarades blessés sous des tirs ennemis, était maintenant traité comme un paria, sa médaille du mérite oubliée dans un tiroir administratif. Les habitants de Datroit, pour la plupart, ignoraient son passé. Certains, par compassion, lui offraient un café, mais d'autres, influencés par des préjugés, appelaient la police dès qu'ils le voyaient rôder près de leur boutique. Une fois, un officier l'a fouillé sans raison, le plaquant contre un mur en lançant « Les gars comme toi causent de toujours des problèmes ». Ces injustices quotidiennes, ajoutées au poids du deuil, ont forgé en Zay une colère profonde, non seulement contre ceux qui l'insultaient, mais contre un système qui abandonne ses héros, surtout ceux dont la peau ne correspond pas à l'image du patriote. Pourtant, au fond de ce désespoir, une lueur d'espoir persiste, un secret lié à son passé héroïque qui attend d'être dévoilé. Alors que Zay, affamé et brisé, s'apprête à affronter un tribunal indifférent, le destin prépare une confrontation explosive où sa colère, si longtemps contenue, pourrait enfin trouver une voie pour défier l'injustice et rallumer la flamme de la reconnaissance. Alors que les rues de Détroit continuent d'étouffer Xavier Zay, Jackson sous un déluge d'injustice raciale et d'oubli, une nouvelle épreuve vient attiser la flamme de sa colère, l'entraînant dans un tourbillon d'humiliation publique qui menace de briser ce qui reste de sa dignité. Loin des ruelles où il affrontait les insultes et les regards méprisants, Zay se retrouve maintenant piégé dans un moment de désespoir qui le conduit à commettre un acte désespéré, révélant à quel point la faim et le rejet peuvent pousser un héros à ses limites. Cet instant, chargé de tension et d'injustice, marque un tournant où la rage de Zay contre un monde qu'il a abandonné atteint son paroxysme. Par une soirée d'hiver mordante, où le vent glacé de Détroit transperce son treillis usé, Zay, affamé depuis 5 jours, entre dans une petite épicerie du quartier, l'épicerie Martel, un lieu connu pour son gérant irascible, Monsieur Dubois. Les étagères, bien garnies, contrastent cruellement avec l'estomac vide de Zay. Ses mains, tremblantes de froid et de faim, glissent un pain rassis sous sa veste, un geste furtif né de la nécessité absolue. Mais Dubois, un homme au regard acéré et aux préjugés bien ancrés, le repère immédiatement. « Toi, le voleur noir !» hurle-t-il, sa voix chargée de venin raciste. « Tu crois que tu peux voler ici, sale rat ?» Les clients, figés, observent la scène. Certains avec un rictus amusé, d'autres avec une indifférence glaciale. Zay, immobile, sent la honte et la colère monter en lui, mais il murmure, la voix brisée, « Je voulais juste de quoi survivre ». Ces mots, à peine audibles, sont noyés par les cris de Dubois qui s'approche, menaçant, et arrache le pain de la veste de Zay, le jetant au sol comme un trophée. L'humiliation ne s'arrête pas là. Dubois, rouge de fureur, attrape Zay par le col et le traîne vers la sortie, sous les regards des passants qui se massent à l'entrée. « Regardez ce déchet !» lance-t-il, jouant la foule comme un acteur cruel. Un adolescent filme la scène avec son téléphone, riant et lançant des insultes racistes, tandis qu'une femme murmure à son ami « Toujours les mêmes qui causent des problèmes ». Zay, poussé dehors, trébuche sur le trottoir gelé, son sac kaki s'ouvrant, laissant échapper la photo de Serena, piétinée sous les pas des badauds. La rage bouillonne en lui, non pas contre Dubois, mais contre une société qui le réduit à un cliché, un criminel noir, sans histoire ni valeur. Il serre ses plaques militaires, seul lien avec son passé glorieux, et se relève, refusant de s'effondrer complètement. Dubois, toujours furieux, appelle la police. Mais avant leur arrivée, il crache une dernière insulte. « Les gens comme toi ne méritent rien d'autre que la prison. » Ces mots, comme un poignard, ravivent les souvenirs des humiliations subies dans les bureaux des anciens combattants, où des employés l'avaient traité avec le même mépris. Quand les officiers arrivent, l'un d'eux, un jeune policier nommé Leclerc, semble hésiter en voyant les plaques militaires autour du cou de Zay. « Vous êtes vétéran ?» demande-t-il, un soupçon de respect dans la voix. Mais son partenaire, plus âgé et cynique, l'interrompt. « Peu importe, il a volé, menottez-le. » Les menottes claquent sur les poignets de Zay, et la foule murmure, certains criant des insultes, d'autres prenant des photos pour les partager en ligne, transformant son désespoir en spectacle public. Au commissariat, l'injustice s'aggrave. Zay est traité comme un délinquant ordinaire, ses explications ignorées. Un sergent, en lisant son dossier, ricane. Un héros, lui ?
Juste un autre clochard qui invente des histoires. Zay, assis dans une cellule froide, sent la colère monter, non pas contre l'arrestation, mais contre l'ironie cruelle. Un homme qui a sauvé des vies sous les tirs ennemis est maintenant enchaîné pour un pain rassis. Un autre détenu, entendant parler de son passé militaire, le provoque. Un vétéran noir? T'as dû nettoyer les latrines, c'est tout. La fureur de Zay explose intérieurement, mais il reste silencieux Fanny, serrant ses plaques militaires si fort que ses jointures blanchissent, refusant de céder à la violence. Ce qui rend cette scène insupportable, c'est l'oubli total de son passé héroïque. Zay, décoré pour avoir sauvé 22 vies, est réduit à un paria, sa médaille du mérite effacée par des années de racisme et d'abandon. Alors qu'il est emmené vers une cellule, une lueur d'espoir, encore invisible, persiste. Son passé sur le point d'être révélé pourrait défier cette injustice et rallumer une justice oubliée. Alors que l'humiliation publique de Xavier Zay Jackson dans l'épicerie Martel de Detroit laisse une cicatrice brûlante, marquée par le racisme et l'indifférence, un nouveau chapitre s'ouvre dans une salle d'audience où l'injustice menace de l'engloutir à nouveau. Loin des cris du gérant et des rires cruels de la foule, Zay, menotté et brisé, se tient maintenant devant un tribunal municipal où son destin semble scellé par des préjugés ancrés et un système qui ne voit en lui qu'un voleur sans valeur. Cette confrontation, lourde de tension et d'amertume, devient le théâtre d'une colère explosive, où le passé héroïque de Zay, ignoré par tous, est sur le point de percer l'obscurité. Dans la lumière crue du tribunal de Détroit, Zay, vêtu de son treillis élimé et taché, est escorté par 2 officiers, leurs visages impassibles. La salle est presque vide. Aucun proche, aucun soutien, juste quelques avocats pressés et des employés de tribunal blasés. Le greffier, d'une voix monotone, annonce « Affaire numéro 5281, État contre Xavier Jackson ». Le jeune procureur, un homme au costume impeccablement repassé, se lève avec assurance, son ton dégoulinant de mépris. Votre honneur, l'accusé, un sans-abri récidiviste, a été pris en flagrant délit de vol d'un pain à l'épicerie Martel. Compte tenu de son absence de domicile et de son comportement suspect, nous recommandons une détention immédiate. Les mots « sans-abri » et « suspect » résonnent comme des coups, amplifiant la rage de Zay, qui baisse la tête, ses poings serrés dissimulant une fureur contenue. Il murmure, presque inaudible, « J'avais faim, c'est tout ». Un ricanement moqueur s'élève du fond de la salle, venant d'un spectateur qui chuchote une insulte raciste à son voisin, ajoutant une nouvelle couche à l'indignité. Le juge, l'honorable Elias Eli Thornton, un homme réputé pour sa sévérité, feuillette le dossier avec un air détaché. Ses lunettes glissent légèrement sur son nez alors qu'il pose une question formelle. « Monsieur Jackson, comment plaidez-vous » Zay, la voix rauque, répond. « Coupable, votre honneur. Je n'avais rien mangé depuis 5 jours. » La salle s'agite légèrement et un autre ricanement fuse, cette fois d'un employé de tribunal qui murmure. Toujours les mêmes excuses. La colère de Zay, déjà à fleur de peau, menace d'exploser. Il pense à Serena, à ses années de service, à la médaille qu'il a gagnée au prix de son sang, et à ce système qui le traite comme un déchet à cause de sa peau noire. Ses yeux, fixés sur le sol, cachent une tempête intérieure, une rage contre un monde qu'il a trahi à chaque tournant. Soudain, le regard d'Ellie s'arrête sur une ligne du dossier. Xavier Jackson, ancien moyen sergent, force spéciale américaine, médaille du mérite, 2005. Son expression change, ses mains se crispent sur les documents. Il lève les yeux vers Zay, puis revient au dossier, comme frappé par un souvenir enfoui. La salle, sentant un changement, se tait. Ellie, d'une voix tremblante, répète le nom. Xavier. Jackson? Il se redresse, son visage passant de la froideur à une émotion contenue. La cour observe une pause de 10 minutes, déclare-t-il brusquement, quittant son siège sous les regards perplexes. Zay, immobile, ne comprend pas ce qui se passe, mais la soudaine interruption attise sa méfiance. Il a trop souvent vu des institutions feindre l'intérêt pour mieux le rejeter. Dans son bureau, Ellie, bouleversée, fouille dans un vieux coffret. Il en sort une lettre jaunie, écrite à la main, datant de 2005. Elle mentionne un sergent noir qui, sous un déluge de feu en Irak, a sauvé un jeune officier blessé, le portant sur 2 kilomètres jusqu'à un poste médical. Cet officier, c'était Ellie lui-même. La découverte le frappe comme un éclair. Zay est l'homme qui lui a sauvé la vie,
celui dont il n'a jamais oublié le nom, hurlé dans le chaos d'une embuscade. Mais ce souvenir est teinté d'une honte cuisante. À l'époque, certains camarades avaient raillé Zay, l'appelant «le porteur», avec des sous-entendus racistes, et Ellie, jeune et intimidée, n'avait rien dit pour le défendre. Cette culpabilité, enfouie pendant des années, ravive sa propre colère contre l'injustice. De retour dans la salle, l'atmosphère est électrique. Ellie, toujours émue, ordonne que Zay reste sous surveillance, mais avec une nuance de respect dans la voix. Pourtant, l'injustice persiste. Le procureur, insensible à ce revirement, insiste sur la dangerosité de Zay, alimentant les murmures racistes dans la salle. Zay, lui, sent la rage monter face à ce tribunal qui semble prêt à l'écraser une fois de plus. Mais quelque chose dans le regard d'Ellie, un mélange de reconnaissance et de remords, laisse entrevoir une lueur d'espoir, un moment où la vérité pourrait enfin renverser le poids des préjugés et de l'oubli. Alors que l'écho du nom de Xavier Zay Jackson résonne dans la salle d'audience de Détroit, provoquant un silence chargé d'émotion chez le juge Elias Ely Thornton, la tension dans le tribunal atteint un point de rupture. Loin des menottes et des insultes racistes qui ont marqué son arrestation, Zay se tient au centre d'un moment décisif, où son passé héroïque, si longtemps étouffé par l'injustice et les préjugés, menace d'exploser comme une bombe dans cette arène judiciaire. Ce n'est plus seulement un procès pour un pain volé, c'est un affrontement entre la vérité d'un héros oublié et un système qui l'a relégué à l'ombre à cause de sa couleur de peau. Dans le bureau du juge, loin des regards curieux de la salle, Ellie, encore secouée, referme le coffret contenant la lettre de 2005. Son esprit est projeté dans une nuit d'enfer à Bagdad, où Zay, alors sergent des forces spéciales, l'a arraché à la mort. Sous un déluge de tirs, Zay, blessé à l'épaule, a porté Ellie, alors jeune officier, sur 2 kilomètres à travers un terrain miné, ignorant les cris racistes de certains soldats qui, même dans le chaos, trouvèrent le moyen de dénigrer leur sauveur. « Bouge, le porteur noir !» avait-il ricané, tandis que Zay, stoïque, continuait sa mission. Ce souvenir, enfoui sous des années de culpabilité, ravive chez Ellie une colère brûlante. Colère contre lui-même pour n'avoir pas défendu Zay à l'époque, et colère contre un système qui a abandonné un héros à la misère. Ellie, déterminée à réparer cette injustice, accède à une base de données militaires grâce à ses contacts dans les associations d'anciens combattants. Le dossier de Zay apparaît implacable. 3 missions en Irak, 2 en Afghanistan, une médaille du mérite pour avoir sauvé 22 vies lors d'une embuscade en 2005 et une blessure grave qui aurait dû lui valoir des soins à vie. Mais ce qui attise la rage d'Ellie, c'est une note administrative cruelle. En 2010, un dysfonctionnement a privé Zay de ses droits d'ancien combattant, le laissant sans pension ni accès aux soins. Ce n'était pas un simple oubli, mais une négligence systémique, teintée de racisme institutionnel, qui a ignoré les appels répétés de Zay, souvent rejetés avec des remarques comme « Revenez avec de meilleurs documents ». Ellie, les poings serrés, passe un appel urgent à un ancien camarade, le colonel Pierre Dubois, qui avait servi avec Zay. « Pierre, c'est Ellie. J'ai retrouvé l'homme qui m'a sauvé à Bagdad. Il est dans mon tribunal, accusé de vol, sans abri, brisé. » La voix d'Ellie tremble de colère. Comment a-t-on pu laisser un héros comme lui pourrir dans la rue? Dubois, bouleversé, promet d'arriver dans l'heure avec des preuves du passé de Zay. De retour dans la salle, l'atmosphère est électrique. Ellie reprend sa place, son visage marqué par une gravité inhabituelle. Le procureur Fournier, sentant le changement, insiste avec arrogance. « Votre honneur, cet homme reste un voleur, vétéran ou pas. Sa couleur et son mode de vie en disent long. » Ces mots, chargés de préjugés, font bouillir le sang de Zay. Il veut hurler, dire au monde qu'il a risqué sa vie pour ce pays, qu'il a porté des hommes sous les balles, qu'il mérite mieux que ce mépris. Mais il reste silencieux, ses yeux brûlants d'une rage contenue. Un murmure raciste s'élève à nouveau dans la salle, venant d'un spectateur qui chuchote. « Un héros noir, c'est une blague. » Ellie, excédé, frappe son marteau. « Silence !» rugit-il, son autorité ébranlant la salle. Il fixe Zay, et pour la première fois, leurs regards se croisent, l'ours d'une reconnaissance muette. Ellie ordonne une nouvelle pause, demandant que Zay soit traité avec respect en attendant. Mais la colère ne s'apaise pas. Un journaliste dans la salle,
flairant une histoire, commence à tweeter. Un sans-abri noir prétend être un héros. Vrai ou manipulation? Ces mots, relayés en ligne, attisent les commentaires haineux, certains qualifiant Zay de profiteur ou pire. Zay, toujours menotté, entend ces murmures et sent sa fureur grandir. Non seulement on lui refuse sa dignité, mais on souille son passé. Pourtant, dans ce chaos, une vérité explosive se profile. Le dossier militaire de Zay, que Dubois apporte, contient une photo. Zay, en uniforme, portant un Élie blessé sous un ciel rouge de guerre. Cette image, sur le point d'être révélée, pourrait faire vaciller les fondations de ce tribunal et forcer une société aveugle à ouvrir les yeux sur ces héros oubliés. Alors que la vérité sur l'héroïsme de Xavier Zay Jackson commence à percer le voile de l'oubli dans le tribunal de Détroit, l'atmosphère, déjà lourde de tension, se charge d'une énergie explosive, prête à confronter l'injustice raciale et l'indifférence systémique. Loin des souvenirs douloureux d'une nuit en Irak où Zay a sauvé la vie du juge Elias Eli Thornton, la salle d'audience devient un champ de bataille où la colère collective contre un système défaillant atteint son apogée. Ce moment, où le passé glorieux de Zay est sur le point d'être reconnu, met à nu les préjugés qui l'ont réduit à un paria, alimentant une fureur partagée par ceux qui commencent à voir l'ampleur de l'injustice. Lorsque la séance reprend, la salle est comble, attirée par les rumeurs d'un scandale imminent. Zay, toujours menotté, se tient droit, ses yeux brûlants d'une rage contenue face aux regards scrutateurs. Ellie, derrière son pupitre, semble transformé, son visage marqué par une détermination farouche. Il ordonne, avant de statuer sur les charges, la Cour entendra des témoignages sur le passé de l'accusé. Le procureur Fournier, visiblement agacé, tente une objection. Votre honneur, son passé n'a aucun rapport avec le vol. Mais Ellie, d'un regard glacial, le fait taire. Entre alors le colonel Pierre Dubois, en uniforme, son pas lourd résonnant dans le silence tendu. Après avoir prêté serment, il fixe Zay avec respect et déclare « Je connais le sergent Xavier Jackson depuis 2005. Lors d'une embuscade à Bagdad, il a sauvé 22 vies, dont celle du jeune officier Elias Thornton, en le portant sous un déluge de feu, malgré ses propres blessures. » La salle, stupéfaite, retient son souffle. Dubois brandit une photo. Zay, en uniforme, soutenant un Élie ensanglanté, sous un ciel rouge de guerre. Les murmures s'arrêtent net. Mais l'indignation éclate lorsque Dubois révèle une vérité accablante. En 2010, un dysfonctionnement administratif a privé Zay de sa pension de 1 500 $ par mois et de ses soins médicaux, un oubli qui, selon Dubois, n'était pas innocent. Les plaintes de Zay ont été ignorées, ses appels rejetés avec des remarques comme « Revenez avec de meilleures preuves », tonne-t-il, sa voix vibrant de colère. Cet homme, un héros décoré, a été traité comme un moins que rien à cause de sa couleur de peau. La foule, jusque-là silencieuse, s'agite. Une femme dans le public crie « C'est une honte !» Un autre spectateur, un ancien combattant, se lève, les larmes aux yeux, et hurle « Comment ose-t-on abandonner nos héros ?» Fournier, déstabilisé, tente de reprendre la parole « Cela ne change rien au crime. » Mais sa voix est noyée par les protestations indignées de la salle, où la colère contre l'injustice raciale et l'abandon des vétérans explose. Un nouveau témoin, une ancienne infirmière militaire, ajoute au tumulte. Elle raconte comment Zay, après avoir sauvé Ellie, a continué à aider ses camarades, ignorant les insultes racistes de certains soldats qui l'appelaient « le porteur » pour minimiser son courage. Il méritait une médaille, mais aussi du respect, dit-elle, la voix tremblante. Au lieu de cela, il a été oublié. Ces mots frappant la salle comme un coup de tonnerre. Zay, immobile, sent sa propre rage monter, non pas contre les témoins, mais contre un système qui l'a dépouillé de tout. Un journaliste, jusque-là sceptique, griffonne frénétiquement, tandis qu'un blogueur dans la foule tweet « Un héros noir abandonné par l'Amérique. Honte à nous ». Les commentaires en ligne, initialement moqueurs, commencent à changer, mais certains persistent, qualifiant Zay de « menteur opportuniste », attisant encore la fureur collective. Ellie, bouleversée, prend la parole. « Monsieur Jackson, approchez. » Zay s'avance, son regard dur mais digne. Ellie, la voix brisée, déclare « J'ai cherché l'homme qui m'a sauvé il y a 20 ans. Vous avez changé ma vie et ce pays vous a trahi. » La salle explose en murmures, certains indignés, d'autres émus.
Fournier, acculé, tente une dernière objection, mais Élie l'interrompt. Assez. La tension atteint son paroxysme lorsque Dubois remet une lettre signée par un général, confirmant les exploits de Zay et dénonçant l'erreur administrative qui l'a privé de ses droits. La foule, désormais debout, scande « Justice pour Zay ». Un jeune spectateur, bouleversé, jette son téléphone, refusant de filmer davantage cette mascarade. Zay, au centre de cette tempête, sent sa colère se mêler d'un espoir fragile. Pour la première fois, on le voit, non comme un voleur, mais comme un héros. Cette reconnaissance, si longtemps refusée, ouvre la voie à une rédemption qui pourrait défier l'injustice et rallumer une flamme d'espoir dans une salle en ébullition. Alors que la salle d'audience de Detroit vibre encore de l'indignation collective face à la révélation du passé héroïque de Xavier Zay Jackson, l'atmosphère se transforme en un cri de justice, un hurlement contre l'oubli et le racisme qui ont brisé un homme. Loin des éclats de colère et des témoignages bouleversants qui ont secoué le tribunal, l'histoire de Zay atteint son apogée dans un dénouement où la vérité, enfin reconnue, défie l'injustice avec une force explosive. Ce moment, chargé d'émotion et de rédemption, ne se contente pas de réhabiliter un héros. Il met à nu les failles d'une société qui abandonne ses défenseurs, surtout ceux dont la peau porte le poids des préjugés. Lorsque le juge Elias Ely Thornton reprend la parole, sa voix, habituellement froide, tremble d'une émotion rare. Monsieur Jackson, ce tribunal vous doit des excuses. Ce pays vous doit des excuses. Il marque une pause, ses yeux fixant Zay, qui se tient droit, ses plaques militaires serrées dans sa main. Le procureur Fournier, désormais silencieux, baisse la tête, vaincu par le poids des révélations. Ely poursuit, l'État retire toutes les charges contre Xavier Jackson. Affaire classée. Le marteau frappe et la salle explose en applaudissements, mêlés de cris de colère contre l'injustice subie par Zay. Mais ce n'est que le début. Une femme s'avance soudain depuis le fond de la salle, ses pas précipités résonnant dans le chaos. « Zay !» crie-t-elle, les larmes aux yeux. « C'est moi, Alia, la nièce de Serena. On t'a cherché pendant des années. » Zay, stupéfait, vacille, puis s'effondre dans ses bras, sa rage se mêlant à un torrent de douleur et de soulagement. La foule, émue, retient son souffle, tandis que certains spectateurs, encore marqués par leurs préjugés, murmurent des doutes, attisant une colère renouvelée chez ceux qui soutiennent Zay. L'histoire de Zay, désormais publique, embrasse Détroit. Un jeune activiste, présent au tribunal, lance une collecte en ligne pour Zay, dénonçant sur les réseaux sociaux le racisme systémique qui a poussé un héros à la misère. En moins de 48 heures, le fonds atteint 350 000 $, alimenté par des dons de vétérans, d'habitants indignés et même d'étrangers touchés par l'histoire. Mais la fureur persiste. Des commentaires en ligne, venimeux, accusent Zay d'avoir manipulé le tribunal, qualifiant son passé de « fable d'un noir opportuniste ». Ces attaques, relayées par un blogueur local, déclenchent une vague de protestations. Une manifestation spontanée éclate devant le tribunal, où des vétérans en uniforme brandissent des pancartes « Justice pour Zay, honte à l'Amérique ». Un jeune manifestant, ancien soldat, jette sa casquette au sol, criant « On a combattu ensemble et vous l'avez laissé crever ». La colère contre un système qui trahit ses héros, surtout ceux de couleur, atteint un point de non-retour. Dans les jours qui suivent, Zay est transféré dans un centre pour vétérans, où il reçoit des soins médicaux et un soutien psychologique, des droits dont il avait été privé pendant des années. Alia, sa nièce, refuse de le quitter, organisant son installation dans une maison modeste au sein du Veterans Village, son premier foyer depuis la mort de Serena. Mais Zay, marqué par des années de rejet, lutte pour accepter cette nouvelle vie. Une nuit, seul dans sa chambre, il retrouve un vieux carnet où il écrivait des poèmes pour Serena. Une ligne, griffonnée dans l'obscurité d'une ruelle, le frappe. « Ils m'ont pris mon nom, mais pas mon feu. » Ces mots ravivent sa colère, non pas contre ceux qui l'ont insulté, mais contre un pays qui a oublié ses sacrifices. Il décide alors de transformer cette rage en action. Il commence à parler dans des écoles, dénonçant le racisme et l'abandon des vétérans, sa voix résonnant avec une force qu'il croyait perdue. 6 mois plus tard, Zay devient une figure d'inspiration à Détroit. Une sculpture est érigée devant le tribunal, le représentant portant Ely sous un ciel de guerre, avec une plaque « La justice est de se souvenir des oubliés ». Lors d'une cérémonie, Zay, en uniforme pour la première fois depuis des années,
s'adresse à une foule de jeunes. Êtes-vous en colère d'avoir été abandonné si longtemps demande un adolescent. Zay, le regard ferme, répond. La colère ne suffit pas. Je veux qu'on se souvienne de ceux qui ont servi, de ceux qu'on a laissés dans l'ombre à cause de leur peau. Sa voix, puissante, fait taire la foule. Lors de la journée des anciens combattants, Zay, debout devant la sculpture, salue une dernière fois, non pas vers le sol, mais vers un avenir où la justice pourrait enfin triompher. La foule, émue, scande son nom, tandis que les murmures racistes, encore présents, sont noyés par un cri collectif pour la rédemption. L'histoire de Xavier, Zay, Jackson, un héros noir oublié dans les rues de Détroit, révèle des leçons profondes et douloureuses sur l'injustice et la résilience. Premièrement, elle expose la cruauté du racisme systémique, qui a dépouillé Zay de sa dignité et de ses droits, le réduisant à un paria malgré ses sacrifices héroïques. Ce récit nous enseigne que la société doit confronter ses préjugés, qui empoisonnent même les institutions censées protéger. Deuxièmement, il met en lumière l'abandon des vétérans, particulièrement ceux issus de minorités, soulignant l'urgence de réformer un système qui laisse ses héros dans l'ombre. La colère de Zay, contenue mais puissante, nous rappelle que la résilience face à l'adversité peut inspirer le changement, mais seulement si la société écoute. Enfin, l'histoire montre que la justice, bien que tardive, peut naître de la reconnaissance et de la compassion, comme lorsque le juge Ellie Thornton a honoré le passé de Zay. Cette rédemption collective nous pousse à agir, dénoncer les injustices, soutenir les oubliés et bâtir un monde où la couleur de peau ne définit pas la valeur d'un héros. Que l'histoire de Zay soit un cri pour ne jamais oublier ceux qui servent et souffrent en silence.